Irène Jacob, 21 mai 2020, Anduze, France. Bonjour Irène Jacob. Bonjour Keren. Comment vous sentez-vous et que ressentez-vous à l'heure actuelle par rapport à la période que nous venons de traverser et par rapport au déconfinement qui vient de commencer? Je crois que une grande inquiétude générale, euh, beaucoup de chagrin pour beaucoup de personnes aussi, beaucoup d'inquiétude. Et voilà, je trouve que bien sûr, rester chez soi, euh, c'était pas ça la difficulté, c'était surtout de penser à d'abord à ceux qui n'avaient pas de chez soi, à ceux qui étaient sur le front, à ceux qui étaient malades, à l'inquiétude pour ceux qu'on aime, et puis de ne pas pouvoir être proche de ceux qu'on aime à ce moment-là. Et puis aujourd'hui, de se dire, voilà, combien de personnes voilà, vont être... Euh, qu'est-ce qui va être si fragilisé? Comment est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va pouvoir profiter de cette crise pour avancer autrement? Voilà, toutes ces questions, évidemment. Je crois qu'il y a eu beaucoup de partage sur Internet. J'ai écouté beaucoup de choses, beaucoup de lettres. Ça a été un moment riche en partage, en réflexion. Et j'espère que de ces réflexions, on va vraiment naître un renouveau, disons vraiment. Dans votre livre, vous parlez du monde imaginaire, vous dites qu'il est souvent invisible. En quoi est-ce que cet imaginaire se nourrit actuellement, particulièrement de littérature ou d'autres choses? Ah bah, vous voyez, vous tombez bien parce que moi j'ai fait partie d'une association pendant tout ce confinement qui s'appelait Au Creux de l'Oreille. Et c'était une association où on était à peu près 250 comédiens liés au Théâtre de la Colline à Paris. Et une association parmi d'autres, hein, il y a eu d'autres mouvements de cette sorte où on appelait quelqu'un qui avait demandé à être appelé chaque jour pour lui dire des textes. Alors, grâce à ces appels, on devait choisir ces textes. Je passais souvent le matin plusieurs heures comme ça à chercher, soit dans la bibliothèque, soit sur le net, des poèmes, des textes qui peuvent nous faire penser à aujourd'hui. Et ça a été pour moi assez l'occasion d'ouvrir grand les bibliothèques pour pouvoir aussi les partager et de se rendre compte que les mots nous transportent, ces mots nous portent et que nous, grâce à ces mots, on arrive parfois à faire le mur, à se retrouver, à se toucher. Donc, ça a été très fort, non seulement de trouver ces mots, mais de les partager. Et ceci pendant toute la période, pendant ces 2 mois, avec beaucoup d'appels. Et voilà, aujourd'hui, je pense que vraiment la littérature, les mots surtout, les mots qui nous transportent, qui nous portent, qui nous touchent, qui nous apaisent, qui abaissent les murs, qui abaissent les frontières, hein, qui abaissent les barrières aussi. Dans un moment où on nous demande tellement de gestes barrières et d'isolement, de distance, il faut aussi trouver ce qui nous rapproche. Alors, ce qui est beau aussi, c'est que je sais que vous aimez habituellement écrire vos impressions dans de petits carnets. Est-ce que ça a été également le cas au cours de cette période et en quoi est-ce que l'écriture peut constituer en ce moment présent un laboratoire particulier, une chambre profonde pour reprendre votre métaphore? J'ai eu l'impression que, et ça a été partagé avec beaucoup d'amis, euh, que ce moment de confinement n'était pas forcément un moment qui était dans la création. On pouvait dire, ah ben tiens, j'en ai profité. Comme si l'esprit était aussi un peu en cage, l'esprit un peu inquiet aussi. Ça a été des moments où, effectivement, j'ai trouvé beaucoup de ressources dans les mots des autres aussi et à les partager. Et quant à écrire des notes dans des carnets, j'ai écouté chaque jour le journal du confinement de Wajdi Mouhamad, que j'ai beaucoup aimé sur le théâtre du site de la Colline. J'écoutais les lettres aussi d'Augustin Trapenard, j'écoutais vraiment plutôt des notes des autres. Et quant à moi, si j'avais envie d'écrire quelque chose, ça aurait été un univers, euh, effectivement, ces univers où on est dans une bulle, où on a l'impression effectivement tout s'arrête et on sait qu'à un moment la bulle va éclater. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on est dans cette bulle-là et de se dire, voilà, pour le moment, euh, on est juste chez soi, mais on sait qu'ensuite il va y avoir un après et comment va-t-il se passer en fait. Comment est-ce que... Parce que je pensais beaucoup en fait aussi à ce texte aussi du désert des Tartares
de Buzzati, parce que ils attendent quelque chose qu'ils ne voient pas. Et puis dans ce Covid, il y avait quelque chose d'invisible, où on se disait on attend le moment du pic, on attendait toujours ces dates-là, sans pour autant. Moi, j'étais dans une région où vraiment, c'est vrai qu'elle était peu touchée, mais sans pour autant le voir, en fait, en sachant qu'il y a un grand danger invisible. En ça, je pensais au désert des Tartares de Buzzati, comme s'il y avait une menace qui était là, qui était difficile à rendre palpable, sauf si on sort dehors avec un masque, et là, on voit les gens qui se... Donc, cette menace, en tout cas, beaucoup de gens m'ont dit, c'était une menace qui est là depuis longtemps, en fait. C'est un monde qui va à une vitesse effrénée et qu'il faut maintenant pouvoir retrouver, ralentir, réapprivoiser. Votre premier roman s'appelle Big Bang aux éditions Albin Michel. Avant qu'on pénètre au cœur du livre, est-ce que vous diriez que le coronavirus est en quelque sorte également un Big Bang qui a ébranlé le monde entier? J'ai l'impression que le Big Bang se préparait déjà. Enfin, dire, le Covid est une des résultantes finalement d'un monde à grande vitesse, d'une tension énorme et globale, effectivement, qui se concentrait et dont là, cette pandémie a été l'expression, une des expressions. Comme le disent beaucoup de gens, aujourd'hui, ben, peut-être, on l'espère le plus tôt possible, on va pouvoir dépasser cette pandémie-là en sachant que si on continue à aller à cette vitesse, dans cette pollution, dans cette surconsommation, euh, autant au niveau social qu'au niveau économique, qu'au niveau de la planète, il y aura il y en aura d'autres encore de ces expressions-là. C'est un moment où le Covid n'est qu'une conséquence finalement de quelque chose qui doit se repenser, d'un monde jetable, effréné, où tout est jeté, où il faut tout est consommé et il faut essayer de retrouver des valeurs qui durent aussi bien dans les terres. Comme je vous l'ai dit, j'étais près d'Anduze et mon mari a beaucoup travaillé chez un vigneron qui était à côté et qui me disait par exemple qu'il y avait un grand problème dans l'agriculture aujourd'hui, que beaucoup des terres des agriculteurs euh, qui n'arrivaient pas à survivre étaient vendues parfois à l'étranger, en Chine, et que ces terres-là, du coup, étaient exploitées, surexploitées, et puis l'argent repartait. On se rend bien compte que c'est un système qui ne peut, à un niveau local, hein, et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, que c'est un système qui doit être repensé, qui doit être alerté, qu'on doit repenser de façon locale, qu'on doit repenser aussi de façon non toujours profitable, mais profitable à long terme, profitable pour une société solidairement, parce que c'est vrai que tout simplement, l'autre, c'est nous. Enfin, je veux dire, cette solidarité, elle est essentielle pour chacun de nous. Vous parlez de solidarité, de valeurs, de pensée. Ce sont des choses qui vous ont été transmises notamment par votre père, auquel vous rendez hommage dans ce premier roman. Ce père qui était physicien, en quoi est-ce qu'il vous a appris que nous portons en nous l'histoire de l'humanité et qu'en même temps, nous n'en sommes qu'une infime parcelle? Je crois que l'univers, les confins, voilà, des sphères étoilées, tous ces soleils sont loin et font partie de nous. On sait qu'on est une toute petite chose dans cet univers et qu'on est fait aussi de poussière d'étoiles, qu'on est fait de ces milliards d'années, qu'on est fait de toute cette histoire-là. Et une histoire dont on comprend qu'une infime partie, puisqu'on connaît que 5% dont est fait la composition de l'univers, mais que connaît-on de nous-mêmes aussi? Enfin, on est devant ce grand mystère. Mais je crois que euh, les thèmes que je développe dans le livre Big Bang, il y a ce moment, en tout cas, où je me tiens entre le deuil et la naissance, puisque je me tiens à un moment où mon père vient de mourir, et puis j'attends mon deuxième enfant. Et je dis entre le deuil et la naissance, voilà, je me tiens dans la vie bouleversante et j'avance. Et je crois qu'aujourd'hui, je ressens un peu les mêmes choses dans les textes, c'est-à-dire que je choisissais, c'était souvent des moments où les poètes étaient dans un moment difficile, qui peut être lié à une époque tragique, qui peut être lié à
un grand chagrin, mais ils attendent l'espérance, ils attendent l'aube. Et voilà, à des moments où on se croit au soir de quelque chose, où les choses ont l'air, voilà, de ne pas avoir un horizon qui est visible, où on n'aperçoit plus rien, une aube peut venir. Et cette aube, on ne la connaît pas encore, mais elle est là et on l'espère. Donc dans Big Bang, c'est vrai que c'est un moment où je m'adresse à deux personnes invisibles, une qui est partie, qui est mon père, qui vient de mourir, qui était physicien quantique. Et donc, c'est pour ça que je parle évidemment de la physique de l'univers, des trous noirs, des forces faibles, d'un monde à 23 dimensions. Et puis surtout de cet infiniment grand qui rejoint l'infiniment petit. C'est une idée complètement extraordinaire de se dire que l'infiniment grand, tout ce qu'on voit à l'intérieur d'une toute petite cellule, d'un tout petit atome, nous parle des confins de l'univers, qui a une équivalence, qui a un rapport. Et c'est vrai aussi entre l'individu et la société. Enfin, cet aller-retour entre les autres, le lointain et nous-mêmes, l'intime, est toujours présent. Donc ça, c'était une des thèmes effectivement de Big Bang, mais ce thème-là aussi de se dire, je suis au soir de quelque chose, puisque je viens de perdre mon père, et puis à ce moment-là, j'apprends que je suis enceinte. Et comment, voilà, je suis dans cette tension-là, d'être en même temps dans le chagrin et en même temps dans une espérance folle, l'espérance de donner un nouveau soleil à notre ciel, enfin, voilà, et puis, ce sont deux présences qui sont invisibles. Quelqu'un qui est parti, qui est mort, bien sûr, on ne le voit pas, mais bien sûr qu'on le sent. Et quelqu'un qui va venir, on ne le voit pas aussi. Il est invisible pendant 9 mois, mais pourtant sa présence est manifeste. Alors, je crois que ces thèmes-là, ce sont des thèmes euh, qu'on peut aussi, qu'on peut traduire parce qu'on peut ressentir aussi aujourd'hui. On se sent aussi au soir de quelque chose c'est... Et puis en même temps, on espère tellement qu'il va y avoir un renouveau, une autre façon de voir les choses, que d'autres choses vont naître. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une grande mobilisation de part et d'autre, et puis évidemment qu'il va se retrouver en tension avec des gens qui vont avoir besoin aussi de réaffirmer une société de profit pour rééquilibrer des valeurs. Mais moi, j'ai été confinée avec plusieurs jeunes, puisque j'avais donc mon fils lycéen, j'avais un autre fils qui est en première année de fac, puis deux neveux qui étaient aussi en fac. Et je sentais chez eux cette idée de, on étudie, mais on sent que le monde va changer. Et on sent que, comment dire, un de mes fils étudie géographie, économie, mais tout d'un coup, les mots géographie et économie, aujourd'hui, je le sentais bien. Il se disait, voilà, ça va être repensé tellement autrement. Qu'est-ce que c'est que la géographie avec, maintenant qu'on a vu à quel point tout d'un coup, tout est lié, tout est bouleversé quand une chose l'est et l'économie aussi. Donc, voilà. Euh, Ensuite, il y a aussi dans mon livre Big Bang, il y a aussi un hommage, évidemment, une ode à la vie, parce qu'il y a un hommage à tous ces bras qui nous ont portés. Et je crois que j'ai essayé de comprendre ma famille enfant, en fait, avec ces termes que j'entendais toujours de l'univers quantique, que ce soit force faible, un cœur qui s'effondre, trou noir. Et je crois que c'est un livre qui parle aussi de nos détresses, de nos joies, de la façon dont alors qu'on va s'apprêter à porter un nouvel être, on se souvient aussi de la charge émotionnelle des bras qui nous ont portés. Et je crois que cette transmission, Big Bang, c'est une histoire personnelle, mais qui n'a pas été écrite forcément pour être une histoire personnelle. Ça a été écrit, enfin pour moi, je l'ai écrit vraiment pour raconter l'histoire d'une transmission aussi, et d'être dans cette tension que je ressens absolument aujourd'hui. De me dire effectivement, c'est pas un deuil, mais c'était comme un deuil pour moi cette période de confinement, un deuil tout à coup d'un monde où on se dit, ça peut pas continuer comme ça. Pour beaucoup de gens, c'est un monde qui s'est arrêté à ce moment-là, ou un être qui est parti, et puis on sait que ça va devoir continuer. Et puis, de se dire aussi, quelle est la charge émotionnelle de ce que j'ai reçu, en tout cas même dans la société, et qu'est-ce que je vais comment pouvoir porter à mon tour aujourd'hui, demain, en sortant, comment est-ce que on va pouvoir, comme vous le faites aujourd'hui,
essayer de trouver une autre façon de faire, un interview via ces écrans. Pour les théâtres, c'est une grande question aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer faire que ça continue d'exister? Voilà, je crois qu'il y a une mobilisation qui nous propose d'inventer en tout cas des choses nouvelles. Et bien que ce soit sous le terme de l'isolement, j'espère vraiment que c'est sous l'espoir de plus de solidarité. Vous parlez justement de tout ce mouvement de l'invisible qui est très présent dans votre livre. Ce qui est invisible aussi, sauf pour les êtres qui ont été malades ou qui ont perdu des proches en cette période dramatique, c'est la maladie. C'est la mort, puisqu'on peut porter cette maladie en soi, n'avoir aucun symptôme. En quoi est-ce que ça vous a bouleversé? Et comme vous le dites, ce livre qui nous parle tellement de la vie, est-ce que dès lors, vous voyez la vie peut-être encore autrement aujourd'hui? Je sens en tout cas une mobilisation absolument nécessaire. Voilà. Comme aujourd'hui, les choses pour beaucoup de métiers doivent être transformées, une attention aussi aux alertes, j'ai l'impression, j'espère qu'on ne pourra plus ignorer quand même qu'on est dans un monde où il y a une surconsommation, où il y a, comment dire, j'espère que où c'est pas possible de toujours supprimer les emplois, de vouloir plus, de vouloir. Et pourtant, je vois qu'il y a des lois qui se passent en ce moment qui vont quand même toujours aussi dans ce sens. Mais votre question, c'était comment je me sens moi qui va changer. Je ne sais pas encore. Je crois que je suis justement dans ce temps. C'est en ça que on est vraiment en ce moment entre deux. Enfin, je crois qu'on se rend compte qu'il y a un monde qui ne marche plus et il y en a un autre à inventer, à retrouver. Alors voilà, mais là, en ce moment, je crois qu'on est vraiment tous en train de chercher ensemble, je l'espère, comment se remobiliser ensemble pour les générations futures. Moi, j'ai trouvé, par exemple, justement, dans les poèmes que j'ai choisis pour lire au téléphone, je suis avec Victor Hugo, à beaucoup de poèmes résistants comme Aragon, Elia, Desnos, mais aussi André Chédid, qui disait, par exemple, en danger de mots, parce qu'à un moment aussi, voilà, c'est-à-dire en quoi les mots sont importants, en quoi la culture continue à être importante, alors que pourtant beaucoup de choses aussi sont importantes, mais c'est à nous, les artistes, évidemment, de défendre la culture, tous ceux qui travaillent avec la culture, même en petits emplois. Donc, il y a eu une mobilisation des artistes avec la culture oubliée et cette tribune initiée par Jeanne Balibar, où tout à coup, voilà, dire c'est important de se mobiliser, c'est notre mobilisation. Mais j'ai aussi trouvé dans ces poèmes que j'ai continué à chercher des poétesses extraordinaires contemporaines, togolaises, des poétesses d'Éthiopie, de femmes africaines qui parlaient avec de très très beaux textes. Et je me disais, voilà, nous, notre travail en tant qu'acteur, c'est d'être un passeur, c'est de faire passer les mots, c'est de les dire, c'est de les transmettre. Et ça, c'est toujours un plaisir. Enfin, pour moi, j'aime transmettre les mots. Je crois que si j'ai eu envie d'écrire, c'est parce que j'aime tellement dire les mots, les transmettre, que j'ai eu aussi envie à un moment, en réponse presque, de trouver les miens, de proposer les miens dans ce livre Big Bang, qui accompagne peut-être autrement même ma façon de lire les mots des autres, de m'en saisir. Ce roman se demande à un moment donné, avons-nous une double vérité? Est-ce que vous-même, vous avez découvert une vérité sur vous au cours de ces derniers mois? Je ne sais pas. Non, je vois, j'aurais pas envie de résumer ça. Je sais que c'est un moment qui a été très important, bouleversant, je dirais. Savoir, je crois qu'on a beaucoup parlé de beaucoup de choses qui ont changé.
enfin, j'ai pas envie de résumer ça à un mot, en fait, ou à me dire, tiens, je vois, peut-être il y aurait des personnes qui pourraient dire, ah bah oui, pour moi, c'est ça qui a changé, ou ça, pour moi, je crois dire que ça a été, comment dire, un bouleversement, comme un tremblement de terre, de mots, de choses, je l'ai senti aussi chez les autres, en fait, quand on était pour beaucoup d'être ensemble, on sent bien la façon dont euh, chacun est affecté à des moments différents, on est perméable à cette inquiétude-là. Et en tout cas, c'est de se dire, voilà, tout est vraiment fragile. Et qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à nos générations futures? Ça, c'est vrai, quelque chose qui est déjà là depuis longtemps. Mais, on sent qu'il y a un réveil absolument nécessaire. Je le vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, je trouve, de la part de beaucoup de gens qui prennent la parole au nom de ce réveil, au nom de dire faisons parler, donner la voix, entendre voilà, des voix qui, pendant longtemps, c'est vrai que l'année qui a précédé le Covid, qui a été 2019, c'était une année où il y a eu des mouvements sociaux très forts, enfin, beaucoup de voix qui voulaient être entendues. On a senti qu'il y avait dans le monde aussi des tensions qui étaient vraiment à bout de souffle. Et c'est important dès lors d'apporter votre propre voix aussi. Ben, je crois que naturellement, du moment qu'on est concerné par quelque chose, on lit, du moment qu'on est concerné, ces choses-là viennent vers nous en fait, et on commence à, vous voyez, c'est une façon de. Je crois qu'on est tous dans un moment où, enfin, pour moi, où je pose ma boussole, je me dis alors qu'est-ce qui se passe, où il faut aller, enfin, qu'est-ce qu'il y a. Je crois que cette boussole est importante, on a été très déboussolés. Mais c'est vrai que dans ce moment de Big Bang, justement, dans le livre, c'est un moment aussi complètement déboussolé, parce que le moment où on est dans un deuil, on ne sait plus aussi. Et je pense beaucoup aux gens qui ont perdu des proches en plein Covid, ça a dû être tellement douloureux, difficile, euh, tragique de ne pas pouvoir se rassembler, d'être ensemble. Je crois que, enfin, ce sont des moments où, voilà, j'ai l'impression que beaucoup de gens aussi ont eu besoin terriblement de contact aussi dans ces moments-là, ont manqué de contact. Je pense aussi à tous les gens dans la rue, d'autres gens qui vont sortir essoufflés. On va sortir de cette période pour beaucoup un peu exsangue, en fait, et il va falloir retrouver un souffle qui soit vers, comme dit Aragon, et que, mais voilà que, mais voilà qu'à l'horreur il succède une aurore et que cède à l'amour la mort. Elsa valse encore. Donc voilà, je crois que chez tous les grands poètes, j'ai senti que dans les périodes les plus tragiques, la voix de l'espérance était une voix absolument nécessaire. Et chez Desnos encore, dans des moments tellement difficiles, il dit il y a une voix, j'entends cette voix lointaine, pourtant, bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que de printemps et d'été, elle emplit le corps de joie, je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages, et vous ne l'entendez-vous pas? Elle dit, la belle saison est proche. Elle dit, la peine sera de courte durée. Ne l'entendez-vous pas? Alors, je pense à ces voix de résistants qui s'accrochent aussi, cette voix de l'espérance qui dit, ça va aller. Ça va aller, pas pour faire un espèce de, comment dire, euh, la méthode Coué, c'est plutôt pour se dire, cette espérance nous est absolument nécessaire pour avancer. Et voici qu'à l'horreur, il succède une aurore, et que cède à l'amour la mort. Donc ça, c'est vraiment. Et puis, j'ai senti aussi chez beaucoup de ces poètes une telle énergie aussi pour dire, voilà, il m'a fallu apprendre mot par mot la vie comme on l'oublie. Ça, c'était une phrase d'Éluard. Je me dis, oui,
tout d'un coup, on a dû réapprendre la vie mot par mot, comme on l'a oublié parfois dans beaucoup de domaines. Donc, voilà. Est-ce que l'espérance, ça a été quelque chose aussi que j'ai trouvé parce que je crois déjà que la poésie est déjà une espérance. Enfin, déjà, le fait de rassembler des mots. Parfois, je disais des poèmes de Charles Bukowski qui parlait des gens à la rue. Et les gens me disaient, mais parfois, ce poème, il est triste. Je disais, mais du moment qu'on écrit un poème, il y a déjà une énergie. C'est déjà un poème enfin, on partage. Donc, il y a déjà cette énergie du partage. Eh bien, merci pour ce magnifique cadeau, Irène Jacob. En tout cas, portez-vous bien et je vous souhaite plein de belles choses. Merci, Karen. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Merci. Au revoir.